Bonjour à tous, bienvenue sur Platon sur un plateau. Et aujourd'hui, Bruno, vous me dites que Platon sait ce qui se passe après la mort? Il sait ce qui se passe après la mort. En tout cas, il connaît une histoire qui nous parle de ça, qui nous parle de la vie après la mort. Et c'est l'histoire d'Er. Hein. Alors, cette histoire, elle se passe dans un pays qui n'existe plus, un pays qui existait du temps des mythes grecs, qui est la Pamphylie, qui serait l'actuelle Turquie, une partie de l'actuelle Turquie. Et voilà, ce pays est en guerre. Et il y a eu une terrible bataille au cours de laquelle de nombreux guerriers sont morts. Et parmi ces guerriers, il y en a un qui s'appelle Er. 10 jours se sont passés, pendant lesquels, je ne sais pas, les troupes étaient occupées. Et c'est seulement après 10 jours que d'autres soldats, des infirmiers, des brancardiers, viennent sur le champ de bataille pour récupérer les morts. Donc on peut imaginer dans quel état sont les morts à ce moment-là. Ils sont sans doute pas très beaux à voir du fait de la décomposition qui a déjà commencé, etc. Alors voilà, les gens font leur boulot courageusement et tout d'un coup, un cri s'échappe de la bouche d'un des soldats. Et ce cri est lié au fait qu'il vient de découvrir un soldat parfaitement intact, comme s'il n'était pas mort. Mais en fait, il semble bien mort. Il ne respire plus, mais il a toutes les apparences d'un homme endormi. Il s'agit d'Er. Bon, qu'à cela ne tienne, on met Er avec les cadavres, puisque bien qu'il soit parfaitement conservé, il semble bien mort. Ces cadavres, il se passe encore 2 ou 3 jours, et puis on les a rassemblés sur un grand bûcher, parce qu'à cette époque, la tradition, c'est la crémation pour les funérailles. On brûle les morts. Et au moment d'allumer le bûcher, quelques minutes avant, que se passe-t-il? Er ressuscite. Et voilà, tout le monde est sidéré et on écoute ce que Er a à nous raconter. Et Er, précisément, il a à nous raconter cela. Il a à nous raconter ce qui se passe après notre mort. Donc voilà ce qui se passe, nous dit Er. D'abord, mon âme, je me suis retrouvé en tant qu'âme au milieu d'une grande foule d'âmes, d'autres âmes, à la fois des âmes humaines et des âmes animales, nous dit le mythe, toutes engagées dans une procession qui va les conduire, au bout d'un moment, en face d'un juge. Un juge qui va leur attribuer soit une récompense, si elles avaient eu une vie d'homme juste et bon, soit vers une punition. Donc chaque âme est orientée vers une sorte de paradis dans le ciel ou vers une sorte d'enfer dans les profondeurs marécageuses de la terre boueuse. Donc chaque âme va passer là un certain nombre d'années, des centaines et des centaines d'années, soit pour avoir le temps de bien souffrir quand on a eu une vie mauvaise, soit pour avoir le temps de bien profiter si on a eu une bonne vie. Au moment où Er passe devant le juge, on lui dit que lui ne sera pas jugé, parce que sa mission est une mission particulière, et il a pour mission de justement raconter aux vivants ce qui se passe après la mort pour que ceux-ci en tirent profit. Du coup, au lieu d'être jugé, on le réoriente dans un autre endroit où se retrouvent les âmes qui ont passé cette période de récompense ou de punition. Il se retrouve avec ces âmes qui sortent, soit de ce que nous on appellerait aujourd'hui cette période paradisiaque ou cette période infernale.
ces âmes réunies, elles aussi, se mettent en procession jusqu'à arriver devant les parcs, les déesses de la destinée, ces 3 déesses toutes vêtues de blanc. Et elles vont devoir choisir une nouvelle vie. Et c'est là qu'on comprend que les Grecs étaient attachés à cette idée de la réincarnation. Et on leur explique comment ça va se passer. Quelqu'un va arriver muni de billets, comme des sortes de billets de loterie, il va les distribuer. Un tirage au sort va avoir lieu et chaque âme connaîtra sa place, le moment auquel elle va devoir choisir une destinée, parce qu'en fait, il y a une immensité, un immense choix possible de destinée pour les âmes. Eh bien, j'espère être dans les premiers, justement, pour ce choix. Mais oui, Simon, tu as raison, parce que dans le mythe, à ce moment, il nous est dit que certes, et même le dernier, il lui restera beaucoup de destinées possibles, mais le mythe nous dit aussi que pour avoir une destinée exceptionnelle, une vie exceptionnelle, il faut avoir de la chance. Ça n'est pas qu'une question de mérite, comme on peut le sous-entendre, comme le mythe va le sous-entendre un peu plus loin. Donc oui, la chance, elle est là. Mais oui. Voilà, donc chacun a son numéro, a son ticket avec le numéro qui indique son ordre de passage et le moment auquel il pourra choisir une destinée, une nouvelle vie, sauf R qui n'en a pas, puisque lui, il va devoir continuer sa vie qui n'est pas terminée. Et là, R constate effectivement cette chose étonnante, c'est que les choix qui sont effectués par les âmes ne sont pas du tout raisonnables. Que les hommes se précipitent vers des vies qui semblent bonnes sans aller chercher un petit peu dans le détail en quoi elles vont consister, ces vies. Et le mythe nous dit que les hommes se laissent influencer par la vie qu'ils ont eue par le passé. Au lieu d'examiner avec du recul, avec de la distanciation, les vies qui sont proposées, ils se précipitent vers des vies qui brillent un petit peu, voilà, vers des destinées qui feront la une de la presse People, vous voyez. Du coup, Platon, si je comprends bien, nous pousse fortement à être philosophe. Oui, au sens où Platon explique, le mythe explique que seuls les âmes de ceux qui avaient eu une vie de philosophe, c'est-à-dire une vie marquée par le souci de prendre du recul, le souci de réfléchir, le souci de faire la part des choses, seules ces âmes-là vont choisir des vies véritablement heureuses. Et le mythe fait vraiment le lien entre le bonheur et la philosophie. La philosophie, c'est la seule voie pour qui garantisse une vie vraiment heureuse. Et c'est pas possible autrement. Voilà. C'est un mythe qui fait aussi un peu la pub de la philo, comme souvent les mythes de Platon. Voilà, ensuite, l'histoire continue, c'est-à-dire qu'on voit ces âmes qui repartent avec leur destinée future, reprendre le chemin, la procession. Elles sont dans une espèce de désert, de plaine aride. Et à un moment coule le fleuve Amélès, dont l'eau a la propriété de rendre amnésique. Comme c'est une plaine aride et qu'elles sont assoiffées, elles se précipitent toutes, les âmes. C'est plus fort qu'elles pour boire l'eau de ce fleuve, sauf R, à qui on interdit de boire l'eau de ce fleuve. Et c'est la raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas des vies que nous avons vécues. C'est une façon d'expliquer ça dans le mythe. Donc toutes deviennent amnésiques, et puis ensuite il y a une espèce de grand orage, de tonnerre, d'éclairs qui projettent les âmes dans l'espace et finalement dans le corps d'un nouveau-né qui sera
le corps de la personne qu'elles vont devenir et de la vie qu'elles vont devoir vivre, sauf R qui se retrouve projeté dans le corps d'R sur le bûcher et qui raconte cette incroyable histoire à tous les gens réunis autour du bûcher. Nous nous retrouvons donc toujours en compagnie de Bruno la semaine prochaine pour Platon sur un plateau. Et je vous dis sur ce, à très bientôt.